Voilà. Alors, du coup, maintenant qu'on s'est un petit peu présenté dans le chat, qu'on a fait un petit tour de qui fait quoi, de ce que vous recherchez et de où vous êtes. Donc, on était assez éparpillés quand même en France, pas mal de gens de l'Ouest au final aussi. Merci en tout cas pour vos différents retours. Donc, pourquoi je voulais parler un peu de ça? Euh, je vais commencer par me présenter aussi. Moi, j'ai un parcours en fait enfin, je suis initialement, on va dire, mon parcours de base, c'est la psychologie et l'ergonomie que j'ai réalisé donc en 2009. Donc j'ai fait un master sur ce sujet-là. Et quand je me suis lancée en tant qu'ergonome, et même quand j'ai commencé mes études de psychologie, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était le côté humain, pouvoir aider des gens, voilà ce côté-là. Et l'ergonomie, pourquoi plutôt dans le cadre professionnel, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de travail dans un cadre professionnel. Donc c'est ça qui m'intéressait. Et puis au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma carrière, le terme design UX, d'expérience utilisateur, est arrivé sur le marché français. Et donc là, je me dis, c'est hyper proche de ce que je fais déjà en ergonomie. Donc voilà, je vais aussi me diriger vers ça. Et du coup, je me suis également auto-formée à des notions comme le design thinking, voilà, de ce genre de notions qui venaient vraiment compléter déjà mon parcours d'ergonome initial. Et puis, quand j'étais, donc ça, tout ça, j'étais salariée au début dans des agences ou des ESN sur Paris. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, quand je travaillais avec des clients, j'ai commencé à animer des ateliers d'intelligence collective. Et donc là, j'ai bien vu la différence entre les réunions classiques et les ateliers d'intelligence collective. Et ça a été un peu la révélation. Je fais, waouh, c'est quoi ce truc? C'est génial. Donc ça, c'était en 2014 où j'ai vraiment animé mon premier atelier, où là, je me suis un peu auto-formée au début, puis après, j'ai fait des formations professionnalisantes par la suite pour recadrer un peu tout ça, pour être sûr que j'étais bien sur les bons rails. Ensuite, j'ai aussi commencé à donner des formations, donc ça, c'était en 2017, d'abord auprès d'étudiants, et puis ensuite auprès de professionnels. Et ça, donc, je l'ai fait quand j'ai commencé à être à mon compte, donc c'était il y a 10 ans maintenant, en 2016, je fais mes 10 ans là ce mois-ci. Et donc voilà, c'est un peu mon parcours. Et en fait, moi, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que à chaque fois, dans toute cette ligne conductrice, euh, ah si, Aude, tu dis que j'interviens au laptop. Oui, j'interviens aussi au laptop. Je suis formatrice à mon compte. J'interviens aussi pour le compte du laptop, qui est un organisme de formation spécialisé en design. J'interviens aussi dans un autre centre de formation qui s'appelle Alfi Formation, qui est basé à Nantes, mais qui donne des formations partout en France, avec plein de formateurs. En fait, eux, leur modèle économique, c'est d'avoir des formateurs freelance qui proposent leur propre formation et eux, ils se chargent de tous les trucs Calliope, paperasse et tout le tintouin. Donc, si vous êtes formateur et formatrice, ça peut être un bon levier. Moi, j'adore travailler avec eux. Je vous mets leur petit nom, hop, dans le chat si vous voulez voir. Euh, et donc, en fait, on fait exactement ce que nous, on ferait en tant que freelance, sauf que eux, ils ont les trucs Calliope. Donc, moi, j'ai pas besoin d'être Calliope, ce qui m'enlève quand même une épine du pied. Et donc, en fait, toute cette ligne conductrice de parcours, en fait, c'est vraiment l'humain. L'humain et comment est-ce que je vais faire travailler les humains ensemble, comment est-ce que les humains vont pouvoir avoir des conditions de travail plus sereines, etc. Donc, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et aussi, donc, tout ce qui est les enjeux de respect. Du coup, je suis en train d'élaborer un nouveau concept aussi qui s'appelle le design du respect que je suis en train de construire, issu de quelque chose qui est plus simple, plus large que juste l'humain. C'est aussi le respect de l'environnement. Donc, il y a le respect de l'individu, le respect du groupe, le respect de la société, le respect de l'environnement de manière plus générale. Et en fait, à travers ces 4 dimensions, l'idée, c'est qu'on explore un peu tout ça à travers ce concept de design du respect. Donc, c'est vraiment un truc aussi qui est très important pour moi et que je me suis formée aussi sur tout ce qui est robustesse, économie de la fonctionnalité, de la coopération, enfin plein de sujets qui permettent aussi de réfléchir un peu différemment avec un autre angle de vue. Et ça, c'est des choses qui sont importantes et que j'ai toujours mis dans mon parcours. Quand j'ai commencé en tant que dans les études de psychologie, le fait que on respecte les individus, le groupe quand on va animer un groupe, ça transparaît. Je parle toujours, quand je forme, je parle toujours du code de déontologie de psychologue. Enfin voilà, c'est des choses qui sont très importantes.
Donc voilà, ça c'est ce que je viens de vous dire, donc je vous mets juste ça. Et en fait, pour moi, donc pourquoi je vous parle de tout ça, c'est pour moi le cadre, bah, déjà c'est un premier point d'entrée, justement vers ces dimensions-là, vers ces dimensions de respect d'autrui, de faire attention à l'autre, et cetera. Et je trouve que c'est important de bien poser le cadre. Donc c'est pour ça que j'ai proposé ce sujet. Alors du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est, que vous puissiez partager, vos gros débordements en atelier, en formation, enfin, au moment de groupe, peu importe là où ça s'est passé. Donc l'idée, c'est que vous puissiez partir dans des salles, en binôme. Donc concernant l'enregistrement, vous ne serez pas du tout enregistrés, quand vous êtes dans les salles. Donc et puis de toute façon, je vais couper, ce moment-là parce que ça ne sera pas intéressant pour les gens qui vont regarder le replay. Donc voilà, il n'y a pas d'enregistrement dans vos salles. Et donc l'idée, c'est que vous puissiez vous mettre en binôme et puis partager un peu ces trucs-là, de dire bah, à quel moment ça a débordé. Euh, Est-ce que c'est justement lié au fait qu'on n'a peut-être pas posé le cadre correctement ou que ça a débordé du cadre, enfin tous ces trucs-là. Donc soit c'est des choses que vous avez animées, soit c'est des choses que vous avez vécues en tant que participant ou participante, dans votre propre expérience, et parler un petit peu de ça entre vous. Hop. J'espère que vous avez eu le temps d'échanger sur des petites pépites. Euh, euh, c'était coupé. Ok, on a été coupé, mais j'ai compris qu'on son expérience. Ouais, c'est peut-être un peu court, je sais pas. Enfin, normalement, 7 minutes, on a le temps d'échanger quelques trucs. Du coup, est-ce que vous pourriez me dire, soit en prenant le micro, soit dans le chat, comme vous préférez, bah, qu'est-ce que vous retenez de vos échanges, et puis, c'est quoi vos pépites, et peut-être identifier aussi pourquoi ça a débordé, justement. Est-ce qu'il y a des indications là-dessus sur le pourquoi il y a eu des petits débordements? Donc, moi, je parlais avec Émilie. Euh, on n'a pas eu de gros cataclysmes, ni l'une ni l'autre, hein. Alors, Oui. c'était pas balancer des gobelets à la gueule, hein, des trucs comme ça, hein, on n'en est pas arrivé là. Mais par contre, effectivement, poser le cadre, c'est important. Et je parlais d'un atelier que j'ai animé où une très grosse personnalité qui était le porteur de projet prenait le lead tout le temps, me recadrait moi, me remettait en question tout ce qui se passait, tout ça, c'est pénible. Et en fait, là, je me disais que j'aurais dû poser le cadre bien en amont, en fait, de l'atelier, Hmm. et le poser, et le reposer, et le reposer, et que ce soit bien ancré, que ça allait se passer comme ça et pas autrement, et qu'on allait travailler sur ce sujet-là et pas autre chose, hein, tout ça. Mhm. Ouais. Très bien. Ok, très clair. Merci beaucoup, Aude, pour ton partage. Est-ce qu'il y a d'autres partages? Ben moi, je veux bien, Anne-Sophie qui parle. Oui. Moi, je disais à Neige que c'était plutôt, j'avais animé un atelier et là, c'était plutôt des gens, comme c'était un atelier pour créer son univers visuel, que je suis nouvelle dans la région, etc. J'ai eu en fait des gens qui sont venus voir pour me tester parce que c'est Hmm. une création, je suis directrice artistique et graphiste à côté. Et donc, du coup, c'était plutôt des gens pour tester, c'était pour savoir qui j'étais et quelles solutions j'allais apporter et qu'est-ce que ça donnait. Donc, il y avait un côté quand même un peu touriste qui avait débarqué et c'était pas évident de Hmm. embarquer dans l'histoire parce qu'ils étaient là plutôt pour m'observer que pour vraiment participer. C'était pas. Alors Hmm. ils ont joué le jeu quand même, ils ont été sympas, mais je me suis dit que s'il y en avait un qui avait pas été stressé, enfin qui avait pas voulu, j'avais que 7 participants, donc c'était bien pour une animation de groupe, mais s'il y en a déjà 3 qui décident de pas participer, ça aurait été compliqué pour le flow, quoi. C'est plus. Ouais, carrément. Et là, le cadre, pour le coup, je l'avais franchement pas vraiment posé parce que débutante, tout simplement. Donc, j'y avais Ouais, pas. ouais, ça marche. Ok, très bien. Merci pour ton retour. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, c'est juste que ça me fait penser justement à un outil qu'on peut utiliser quand on est en facilitation. Ça s'appelle prisonnier, acheteur, vacancier, explorateur. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil, mais en gros, c'est de sonder un peu la salle avant de commencer vraiment dans le dur du sujet pour savoir s'ils sont prisonniers, en gros, bah, s'ils n'ont pas envie de venir et qu'on les a forcés à venir.
S'ils sont acheteurs, ils vont être là pour récolter plein d'infos et voilà. Vacancier, c'est peut-être ce qui s'est passé pour toi, Anne-Sophie. C'est en mode, je suis en train de regarder un peu ce qui est en train de se passer. Je prends des trucs, mais je vais pas trop m'investir. Explorateur, c'est voilà, la personne qui va être là pour explorer et rentrer vraiment dans le sujet. Donc, je vous mets je vais vous rajouter la ressource dans les trucs, dans les tips. Tac. Je vais vous le mettre là. Tac, partage des pépites, je vous le mets là. Couc. Oui. Oui, je me permettais effectivement moi aussi d'apporter mon petit témoignage et je vous rejoins Ouais. complètement là-dessus. Parce que moi, en fait, c'est ce que j'expliquais à Laric avec qui nous avons échangé. Dans le cadre de l'animation de mes ateliers, bien souvent, en fait, parfois, c'est la gestion des profils qui est compliquée pour moi parce que je fais face à des gens qui sont réfractaires à participer à des ateliers d'intelligence collective, soit parce qu'ils ont eu un vécu, voilà, ils ont été déçus parce que le dernier atelier, il n'y a rien qui a été produit. Et donc, je comprends qu'ils étaient effectivement dans acheteur, le profil acheteur potentiellement. Et puis, d'autres personnes qui se sentent certainement prisonniers parce qu'en fait, on les oblige à participer à cet atelier avec cette forme-là d'animation et que c'est peut-être pas dans leur pratique habituelle et que voilà, voilà, ils se sentent un peu dans l'obligation de le faire. Ouais. Complètement. Ça, c'est des problèmes qu'on rencontre. Je ne veux pas dire souvent parce que c'est pas vrai, mais c'est des problèmes qu'on peut rencontrer. Et effectivement, souvent, comme tu le dis très bien, c'est souvent dû à un historique ou à des gestions compliquées au sein des équipes, etc. Et ce qui n'est pas facile, c'est d'arriver à recadrer et à arriver dans un contexte comme ça. Le pire, c'est quand on ne prévient pas et qu'on débarque et du coup, on découvre un peu le truc un peu caché. Quand on est au courant, du coup, on peut aussi prendre des prédispositions justement pour passer du temps, beaucoup plus de temps justement à recadrer, à faire tous ces trucs-là en fait, mais vraiment en temps beaucoup plus long. En fait, on peut se dire c'est du temps perdu sur la production derrière d'éléments, mais en fait, c'est tellement essentiel justement pour que le groupe soit en confiance en amont pour pouvoir produire ensuite que c'est du temps qui n'est absolument pas perdu. Et je vous partagerai, si vous voulez, dans les ressources, un webinaire que j'ai co-animé avec, Ingrid Semle-Tessier et avec Stéphane Delbecq. On a animé un webinaire là, il y a pas longtemps, on l'a mis en ligne, donc je pourrais vous donner le lien, où justement Ingrid expliquait vraiment ce type de problématique. Elle a dû reprendre une formation qui était un peu la cata avec un autre formateur, et du coup on lui a dit c'est toi qui vas faire les 2 autres jours de formation. Donc super, l'équipe à former était pas du tout dans une bonne prédisposition. Et du coup, elle a pris beaucoup de temps à travers notamment un photolangage sur les émotions. C'est les feeling cards, je ne sais pas si vous connaissez. Je vais vous mettre dans le chat. Je crois qu'il n'y a pas de G justement, feeling cards. Hop. C'est des petits bonhommes avec des petites situations, des petites émotions, etc. Et ça a permis de servir de support pour pouvoir partager un peu les ressentis dans lesquels les personnes étaient. Et elle a passé beaucoup de temps justement à creuser tout ça pour mettre tout à plat, pour que l'équipe soit clean, pour pouvoir reprendre la suite. Et effectivement, souvent, quand il y a ces cas compliqué, c'est parce que moi, ça m'est déjà arrivé de reprendre des projets sur lesquels il y avait déjà eu des exercices, des ateliers d'intelligence collective qui n'ont mené à rien. C'est super, on a plein d'idées, c'est génial, on fait un brainstorming, tout le monde s'éclate. Et puis ensuite, il n'y a rien. Donc ça, l'équipe est hyper déçue parce qu'en fait, ils se sont investis, ils ont donné de leur temps, ils ont donné de leur énergie pour produire des idées qui, derrière, n'ont jamais vu le jour. Donc en fait, c'est aussi se dire, mon atelier, il s'inscrit dans quoi? Dans un temps plus long. Donc là, on sort un peu du sujet du cadre, mais il s'inscrit dans quoi? C'est quoi l'intention dans le projet? C'est quoi tout ça? Et ça a énormément d'importance. Et le fait déjà de rassurer déjà les personnes qui sont là en disant, OK, on va peut-être produire des idées ou autre chose. Ça va servir à ça dans le projet et on va s'y tenir parce qu'on va mettre en place des processus qui vont permettre de s'y tenir. Déjà, ça va permettre aussi de respecter encore une fois le travail et le temps investi par les personnes. Voilà. Et du coup, effectivement, comme tu le dis, ça peut avoir des conséquences sur la dynamique de groupe. Le fait
d'être confrontés à des profils comme ça, c'est parce que des fois, ils en ont ras-le-bol. C'est pas juste qu'ils sont comme ça naturellement. Hein. C'est juste que parfois, il y a peut-être un ras-le-bol aussi de la part de l'équipe. Et ça, c'est déjà si on perce un peu le truc qui pose problème, on évacue un peu tout ça. Plus après, on a des techniques pour pouvoir gérer le groupe et des comportements qui peuvent être un peu compliqués. On est normalement outillé. Ok, est-ce qu'il y a d'autres partages sur ce que vous avez pu échanger? Bon, c'est déjà cool, hein, ça se fait déjà pas mal de matière. Du coup, je voulais vous partager un peu différents éléments de cadre. Donc déjà, moi, je pense que le cadre, ça ne commence pas que quand on est dans l'atelier face aux personnes, ça commence bien en amont. Donc c'est déjà cadré, j'ai appelé ça la mission, mais le projet, enfin, peu importe comment on l'appelle, en tout cas, c'est cadrer en amont ce pourquoi on va faire les choses. Donc, quelles sont les attentes des commanditaires, des personnes qui vont nous demander d'animer ce temps-là, les attentes aussi potentiellement des participants si on y a accès, les besoins des personnes présentes, et puis c'est un peu ce qu'on vient de dire là, c'est le point de départ et le point d'arrivée. Et en quoi, c'est vrai que je ne l'ai pas noté, mais parce que pour moi ça faisait partie de ça, mais je vais vous le noter aussi, c'est en quoi ça s'inscrit dans le projet de manière plus générale, quoi. C'est quoi l'intention? Tout est question d'intention. Moi, je bassine toujours avec les intentions, mais pour moi, c'est primordial. En quoi ça s'inscrit dans le projet et ce à quoi ça va servir? Je fais un brainstorming, ok, très bien, on va passer un bon moment, ça va être fun, mais ça sert à quoi, clairement? Est-ce que c'est pour concevoir un nouveau service qui va voir le jour? Enfin voilà, tous ces trucs-là, c'est hyper important. Dans les formations, c'est pareil. C'est quoi l'intention de ma formation? C'est quoi le point de départ? Vers quoi je veux qu'ils aillent? À quoi ça va s'inscrire dans les enjeux peut-être de l'entreprise que vous êtes en train de former, dans les enjeux de la formation que vous êtes en train de faire pour telle école. Et du coup, tout ça, ça s'inscrit dans tout ça. Enfin, dans ça. Les étudiants, ils sont là pour faire un métier plus tard. Quel est ce métier? C'est quoi l'intention? À quoi ça va leur servir in fine dans l'entreprise dans laquelle ils vont être, etc. Donc, tout est question d'intention. Et les interventions qu'on va avoir, à chaque fois, elles s'inscrivent dans cette intention. Et elles ont un temps court avec un point de départ, un point d'arrivée. Avec donc effectivement des besoins, des attentes, des personnes qui nous demandent de faire ce truc-là, et également des personnes qui vont être embarquées pendant ce temps qu'on aura ensemble. Ça vous parle, ça? Oui. Ok, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, donc on a le cadre logistique. Donc ça, c'est peut-être des trucs un peu bêtes, mais c'est des choses auxquelles il faut penser aussi, c'est de se dire, ok, si je dois intervenir dans tel cadre, ça va se passer où? C'est quoi les horaires, le nombre de personnes? Voilà, c'est un peu le côté un peu, le côté un peu pratico-pratique des choses, mais ça se cadre également. C'est des questions aussi auxquelles il faut qu'on pense pour pouvoir effectuer notre atelier, notre formation, peu importe. Et ensuite, on a le cadre logistique durant l'atelier. Donc là, c'est poser les choses, aussi dire, voilà, l'agenda de la journée ou de quelques heures là qu'on va passer ensemble, c'est ça. Il y aura des pauses à tel moment, etc. Parce que c'est très important de poser aussi le cadre logistique auprès des participants et des participantes qu'on a pendant l'atelier, parce que ça va permettre aussi aux personnes de s'organiser. Parce que elles ont peut-être des contraintes à côté, imaginons, elles ont des mails à envoyer ou je sais pas, des urgences à gérer ou je ne sais quoi. De savoir qu'il y aura la pause à tel moment, ça peut se dire ok, c'est cool, je vais pas envoyer mes mails pendant que l'animatrice est en train de parler, je vais envoyer mes mails pendant la pause, par exemple. Et le fait d'avoir un agenda, c'est pareil. Le fait de poser les choses, de dire c'est quoi l'intention de la journée, en quoi ça s'inscrit de manière plus globale dans notre mission, notre projet, peu importe notre formation, en quoi ça s'inscrit là-dedans. Ça permet aussi aux gens d'apporter aussi du crédit à ce qu'on va raconter parce qu'ils ont compris que ça va les servir des intentions, des choses qui vont au-delà de juste le temps qu'on a là maintenant ensemble. Et après, souvent, quand on parle de cadre, on pense plutôt à ça, au cadre relationnel, donc créer des conditions de confiance, l'écoute active, le droit à l'erreur, la bienveillance, ne pas couper la parole, tous ces trucs-là,
j'ai pas tout mis parce qu'on peut mettre énormément de choses, mais tous ces trucs-là qui sont plus pour le cadre de comment ça va se passer entre les personnes, le cadre interpersonnel entre les personnes, comment ça va se passer. Et pour ça, il y a tout un tas d'icebreakers, de choses qui permettent justement ou de choses, comme je disais, qu'Ingrid avait faites, par exemple, pour remettre les choses à plat, enfin voilà, ou le truc que je vous ai présenté avec prisonnier, etc. Tous ces trucs-là, ça va permettre aussi au groupe de se mettre en confiance, etc. Et après, il y a ce que vous m'avez partagé un petit peu avec peut-être des personnalités un peu fortes, etc. C'est comment est-ce que je maintiens ce cadre? Parce que j'ai beau avoir dit, il y a la bienveillance, ne pas couper la parole, blablabla, peut-être que c'est ce qui va se passer. Et voilà, ça arrive. Donc là, c'est pareil, le cadre maintenu, comment est-ce qu'on fait? Donc en termes de posture, déjà, alors là, du coup, j'ai vu qu'il y avait des formateurs et des formatrices au sein de vous là. Du coup, c'est pareil, les postures, c'est pas, je ne vais pas faire un sujet spécifique là-dessus parce que ça demanderait beaucoup de temps. Mais en tout cas, moi, j'ai une posture en tout cas de formatrice qui est de la formation facilitée. Donc, c'est-à-dire que sur mes formations à moi, pas forcément sur les formations que je donne dans certains centres de formation qui ne sont pas créés par moi, mais les formations que moi je crée, j'ai cette posture de facilitatrice. C'est-à-dire qu'en fait, je vais être là pour récolter de la donnée de la part des personnes qui sont présentes en formation, et puis ensuite, je vais l'intégrer avec des apports théoriques, des choses que moi, je vais pouvoir compléter. Mais du coup, je suis tout le temps en train d'osciller entre ma posture de facilitatrice, où du coup, je vais être là pour faciliter des exercices, des ateliers, des choses que les personnes elles vont être actives pendant la formation. Et là, je vais faciliter, clairement. Je ne vais pas du tout être là pour leur dire c'est comme ça que tu dois faire, etc. Non, non. C'est les personnes qui vont faire le truc que l'exercice que moi j'ai imaginé. Et donc là, j'ai cette posture effectivement de neutralité, de pas de jugement de valeur, pas d'expertise, etc. Et après, quand j'ai ma casquette vraiment formatrice, là, je dégaine effectivement les apports pour aller plus loin, etc. Donc en fait, j'oscille constamment entre ces deux postures pour la partie formation. Après, pour la partie facilitation pure d'ateliers, de réunions, etc., j'ai vraiment cette posture c'est le groupe qui doit produire des choses. C'est le groupe qui doit faire les choses. Moi, je n'ai pas du tout cette expertise-là. Alors, peut-être que parfois, je peux avoir, on en parlait justement ce matin avec d'autres personnes qui facilitent. Moi, par exemple, quand j'ai un parcours de designer, par exemple, si je suis sur pardon, je vais y arriver, un atelier où on va, par exemple, parler de parcours utilisateur, c'est-à-dire de ce que vont faire des utilisateurs, par exemple, sur un site web et de voir comment ils vont se comporter, etc. Si c'est moi qui étais à la rencontre des utilisateurs pour voir un peu quels sont leurs besoins, etc., c'est moi qui vais avoir cette casquette d'experte. Et donc là, je vais être obligée de jongler entre ma casquette d'experte et ma casquette de neutralité, parce que du coup, je vais devoir extraire des données, des choses de la part des personnes qui sont présentes. Mais du coup, je vais aussi avoir parfois la casquette d'experte en disant oui, alors les utilisateurs, ils ont dit ça, ils ont besoin de tel truc, etc. Donc parfois, je peux avoir certains ateliers dans lesquels j'ai cette double casquette, ce qui peut peut-être aussi vous arriver dans votre contexte professionnel. Mais en tout cas, quand on parle vraiment de facilitation pure, on est censé avoir cette question de neutralité et de faire émerger la parole au sein du groupe. Je ne sais pas, j'espère que j'étais claire sur le sujet parce que ce n'est pas un sujet qui est simple et là, en 1 heure de temps webinaire, ce n'est pas simple. Moi, ça me parle énormément. Bon. Oui, c'est OK aussi, ouais. OK, ça marche. Bon, merci pour vos feedbacks. Et partager. Donc, c'est ce truc-là qui n'est pas forcément facile à gérer, mais en tout cas, voilà, on va dire que la posture de facilitatrice ou facilitateur pur, c'est neutralité, voilà, etc. Et j'ai mis aussi sans jugement de valeur, etc. Parce qu'il y a aussi ce truc-là, il y a la neutralité sur le sujet en tant que tel qu'on est en train d'aborder, mais il y a aussi la neutralité en essayant au plus possible de contenir nos biais cognitifs sur tiens, telle personne elle est habillée comme ça, du coup je pense qu'elle va être comme ça, telle personne, enfin voilà, telle coiffure, ça me fait penser à machine, elle va être comme ça, enfin voilà, ce genre de truc, c'est déjà d'en avoir conscience de ces biais cognitifs et de savoir là où on peut avoir des jugements de valeur ou
même autres, hein, d'autres biais cognitifs, déjà d'en avoir conscience, ça ne voudra jamais dire qu'on va pouvoir les neutraliser parce que on est des humains et du coup, on les a toujours et c'est tout à fait normal. Par contre, d'en avoir conscience, ça permet au moins de les atténuer et d'y faire attention. Après, sur le cadre maintenu, c'est, vous en avez un petit peu parlé, c'est la parole qui tourne. Donc, faire circuler la parole, et c'est la faire circuler de manière, ce qu'on peut imaginer de manière très classique en disant, tiens, telle personne, est-ce que tu peux prendre la parole? Est-ce que tu peux donner ton avis sur tel truc, etc. Mais aussi sur les modalités d'animation. Et ça, c'est souvent sous-estimé. Les modalités d'animation, ce que j'entends par là, c'est, par exemple, mettre des gens en petits groupes, mettre des gens en binôme, etc. Donc, mettre des gens en binôme, comme on a fait tout à l'heure, ça permet tout simplement de faire circuler la parole. Parce que quand on est en binôme, à part se regarder dans le blanc des yeux, à un moment donné, on est bien obligé de parler. Donc, ça fait circuler la parole. Donc, les personnes, par exemple, qui sont plus timides, qui n'osent pas prendre la parole au sein d'un grand groupe, là, elles vont aussi avoir la possibilité de s'exprimer et de dire des choses. De même, dans les modalités d'animation, il peut y avoir aussi la façon dont on va demander aux gens d'interagir. Est-ce qu'on va leur demander de voter? Voter, c'est une expression, c'est un moyen aussi de prendre la parole. Est-ce qu'on va demander aux gens de remplir peut-être un template à la main en petits groupes? Bien là, c'est pareil, c'est un moyen de s'exprimer, d'écrire sur une feuille ce qu'on pense, ou bien de faire ça en solo. C'est aussi un moment dans lequel on peut s'exprimer d'une autre manière. Donc, c'est faire varier toutes ces modalités d'animation qui vont permettre aussi d'avoir cette parole qui va pouvoir tourner d'une manière un peu différente. Pas juste on est en cercle et on parle les uns après les autres. Et puis ensuite, le recadrage respectueux par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur peut-être des personnalités un peu fortes, etc. Il n'y a pas que des personnalités aussi. Moi, d'ailleurs, j'aime pas parler de personnalité ou de profil, je préfère parler de comportement. Parce que c'est pas parce qu'une personne va être très extravertie, va beaucoup parler, va être très bavarde pendant un atelier que ça sera la même chose pendant l'atelier suivant, ou bien dans un autre contexte professionnel ou même personnel. Et puis, parce que ça peut se jouer sur plusieurs choses. Déjà, les personnes avec qui on est, le cadre dans lequel on est, le sujet sur lequel on est, les préoccupations qu'on peut avoir aussi. Peut-être qu'une personne, si vous faites l'exercice là du prisonnier, etc., peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va être en mode vacancier à un moment donné, parce que peut-être que cette personne-là a des problèmes personnels à la maison en ce moment et que du coup, elle est en train de penser à autre chose. Peut-être que cette personne-là, elle a besoin d'avoir son téléphone constamment à côté parce que, je sais pas, elle a un proche à l'hôpital ou voilà. En fait, on ne sait pas trop ce qui peut se passer aussi dans le cadre professionnel, mais aussi personnel. Et donc, peut-être qu'une personne va ne pas trop écouter pendant un atelier, puis peut-être dans 3 semaines, elle va être à fond pour toutes ces raisons. Et du coup, c'est pour ça que j'aime pas trop d'ailleurs cataloguer ces trucs-là. Et ça me fait penser que parfois, moi, ça m'est déjà arrivé que j'ai des clients qui me proposent, qui me disent, est-ce que tu veux que je te briefe sur les profils qu'on a dans l'atelier? Et moi, je dis, bah, surtout pas, je veux pas savoir, parce que j'ai pas du tout envie d'arriver et de me dire, tiens, machin, il est comme ça, bidule, il est comme ça, et direct de les mettre dans des cases et dire, bah, toi, tu vas beaucoup parler, alors je vais mettre dans un coin parce que j'ai pas trop envie de t'entendre, etc. Et du coup, c'est aussi ça, de se dire, bah, je vais découvrir en live et je vais éviter justement de me faire des avis complètement déjà basés sur des avis de quelqu'un d'autre qui ne sera pas moi, et puis dans un contexte qui peut parfois être différent. Donc le recadrage respectueux, après il y a des techniques bien sûr pour recadrer dans le respect, mais voilà, l'idée c'est de ne pas se dire que ce sont des profils, les personnes sont toujours comme ça, etc. On peut parler de profil en se disant, pour avoir des techniques, mais de mettre les gens dans des cases comme ça, moi je trouve ça assez dérangeant. Est-ce que ça vous parle tout ça, tous ces trucs-là de cadre? Peut-être que j'en ai oublié. Hein. Donc, Alors, des conseils et des lectures pour un recadrage respectueux. Oui, j'ai un livre. Alors, je vais vous le rajouter parce que je ne l'ai pas mis dans les ressources. Donc, je vais vous le mettre. Moi, j'avais pioché des tips dans un livre de Tyagi. Tyagi, ça s'écrit comme ceci. Thiagi. Et c'est une personne qui est spécialisée dans tout ce qui est. D'ailleurs, j'ai son dernier livre là qui est là, qui est vachement bien. D'ailleurs, si vous êtes formateur ou formatrice, je vous le conseille, et même pas que, hein, même pour la facilitation, ça marche très bien. Et c'est une personne qui est experte. C'est la personne qui est à l'origine des jeux cadres. Donc, ce sont des
pour moi, c'est pas vraiment des jeux, mais c'est des activités. D'ailleurs, maintenant, ils les appellent des activités. C'est des activités qui permettent justement d'animer des groupes, en fait. Donc, il y a plein, là, c'est un gros bouquin, hein. Il y a plein d'activités. Et dans un de ces livres que j'ai, il y a toute une liste de de comportements, de situations, une personne qui parle trop, une personne qui parle pas assez, etc. Et du coup, il donne des tips pour justement ça, sachant que c'est pas du tout l'objet du livre, mais dans le livre, il y a ce truc-là. Donc, il faut juste que je retrouve le nom. Je l'ai derrière, mais je vais pas me lever pour aller chercher, mais je vais vous retrouver ça, je me le note. Ça, et puis des fois, souvent dans les livres de facilitation, on trouve aussi des ressources aussi sur ces sujets-là. J'ai pas de livre spécifique là-dessus, en tout cas, en tête. Mais souvent dans les livres de facilitation, on trouve une partie sur comment est-ce qu'on gère les différents comportements. Du coup, ce que j'aimerais partager avec vous, parce que je vois que l'heure tourne super vite, en fait, ça va trop vite, je suis trop bavarde, pardon. Du coup, ce que j'aimerais que vous mettiez peut-être dans le chat, ou si vous voulez prendre la parole pour ceux et celles qui veulent. Et vous faites quoi pour cadrer? Est-ce que vous avez des techniques, des outils, des choses qui vous permettent justement de cadrer vos ateliers ou vos formations? Et après, je vous proposerai des idées que j'ai. Oui, c'est vrai que j'y ai pensé là quand tu parlais, Carole. Mais j'ai pas pensé quand on parlait tout à l'heure avec Aude. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des fois justement des personnes qui changent un peu de sujet ou qui sont sur un sujet qui est proche mais qui n'est pas celui de l'atelier. Ça m'est déjà arrivé de faire, je sais plus exactement quel type d'atelier c'était, mais je sais qu'on notait des choses sur des post-it et tout ce qui était justement proche mais pas sur notre sujet, en gros, on avait un grand tableau blanc et j'avais noté une colonne. Matérialiser une colonne pour les sujets autres. Et comme ça, les sujets n'étaient pas oubliés et on les collait dedans et on pouvait y revenir après directement avec la personne concernée à la fin de l'atelier ou si besoin organiser un atelier sur ce sujet-là. Mais ça permettait de pas trop apporter de bruit. Ouais, carrément. C'est un super tips. C'est ce qu'on appelle le parking AID. C'est en gros pour signifier à la personne, je t'ai pas oublié, je t'ai entendu, j'ai entendu ce que tu as dit, par contre, c'est pas le sujet de là maintenant. Et ça évite que la personne revienne en boucle dessus. C'est super. Merci, Émilie, pour ce tips. OK. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Oui, moi j'avais fait une fois, j'avais bien aimé, c'était leur proposer les besoins sur la formation, mais en marchant. Et je leur avais remis des post-it et en fait, ils devaient noter du coup leurs besoins pour ces temps de formation, sachant que j'animais des parcours longs de 70 heures de formation à raison d'une journée par semaine. Et ce qu'ils ne voulaient pas non plus. Donc deux post-it différentes. Mais en marchant, je trouvais ça intéressant. Du coup, c'était une réflexion individuelle. Et après, on posait le cadre de façon un peu plus classique sur la formation qu'on notait et qu'on laissait sur une feuille de paperboard que je remettais à chaque fois affichée dans la salle sur chaque journée de formation. Ouais, carrément. Réafficher je vais mettre les règles, hein, c'est pas le cadre, on va mettre les règles le cadre. du jeu, ouais. Le cadre à chaque fois. Ouais. Et après, pour le cadre, juste pour finir sur lorsque ça parle un peu trop, en fonction du besoin notamment, c'est le bâton de parole ou les gestes coopératifs aussi en disant je suis d'accord, je suis pas d'accord, je veux interagir. Voilà, ça marche pas à chaque fois. Hein. Faut aussi sentir le groupe parce qu'on est sur pas quelque chose d'enfantin, mais voilà, qui est un peu audacieux, je dirais, qui sort de quelque chose de courant. Donc, faut le dire. Mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Les gestes coopératifs, t'entends les trucs quand je suis d'accord, je fais ça? Ouais, quand je veux interagir, je suis pas d'accord. Du coup, ça permet l'écoute en fait, mais on le fait pas tout le temps. Ouais, bien sûr. Bien cadré. Ok, ça marche. Merci, trop bien pour les tips. Super. Et moi, j'aimerais insister sur un point qui est pour moi vraiment essentiel pour que ça se passe au mieux. C'est qu'en fait, souvent, pour gagner du temps, on impose, nous, nos règles. Donc, on affiche un paper ou un truc avec les règles en disant, ouais, il faut pas couper la parole, blablabla, gna, gna, gna. Et en fait, c'est pas le groupe qui a décidé de ça. Donc, moi, je conseille plutôt même si ça prend plus de temps, c'est de le faire avec le groupe. Et donc, pour ça, je vous propose deux idées. Donc,
l'idée sans support, sans rien, gratos, c'est ça, c'est le contrat. C'est quels sont nos objectifs aujourd'hui, que ce soit formation, atelier, peu importe, on s'en fiche. Quels sont nos objectifs aujourd'hui? Donc ça, on demande au groupe nos télés, etc. Pour atteindre ces objectifs, il faut que la personne qui anime fasse quoi? Et donc là, ils vont dire, bon, faut qu'elle soit pédagogue, faut machin, etc. Donc c'est un peu la liste au Père Noël. Et puis ensuite, on demande, pour atteindre ces objectifs, il faut que les personnes du groupe, donc les personnes, soit les apprenantes, les apprenants, soit voilà, les gens qui sont présents dans l'atelier, pardon, qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent? Et donc là, c'est pareil, être attentive, ne pas regarder son téléphone. Et du coup, ça vient du groupe. Et c'est beaucoup plus facile de dire, vous vous rappelez, vous aviez dit ça, plutôt de dire, c'est moi qui vous ai imposé ce truc-là. C'est beaucoup plus efficace, ça marche beaucoup mieux et les gens intègrent plus. Et même, normalement, les personnes s'autorégulent aussi entre elles. Dire, chut, on avait dit pas trop parler, nanana. Donc, ça marche très, très bien. Et vous aussi, bien sûr, vous avez votre mot à dire. Si, par exemple, il y a un truc qui n'a pas été dit, notamment, je dis n'importe quoi, mais regardez son téléphone pendant la séance, sauf si, peut-être, il y a une personne qui vous a dit, moi, j'ai besoin parce que j'ai un truc très, 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 très urgent et grave ou je sais pas quoi. Enfin, OK. Mais on est au courant que cette personne-là, et on lui dit d'ailleurs, si tu as besoin de répondre à ton téléphone, fais-le discrètement et va dans le couloir, quoi. Et du coup, vous pouvez aussi mettre vos besoins aussi dans ces listes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le contrat. Et donc, on le fait ensemble. Comme ça, encore une fois, c'est du temps qu'on a l'impression de perdre au début, mais ça va tellement nous faire gagner du temps et du cadre sur la suite que c'est, je trouve, indispensable. Et du coup, je voulais vous proposer donc des supports qui peuvent faciliter ça. Pour faire le contrat, donc soit vous le faites comme ça sur un paper, paf, voilà. Soit vous avez des outils qui existent. Vous avez donc celui-là, comme un accord, ce sont des petites cartes. Hop, donc, je vous ai mis le lien. Il n'y a pas encore la boutique en ligne, donc si vous voulez, il faut contacter Lucie sur LinkedIn, donc vous avez son LinkedIn. Et donc, en fait, c'est des petites cartes comme ça, besoin de clarification. Alors, j'arrive pas à lire à l'envers, coopération. Ensuite, partage. Voilà, c'est plein de cartes qui permettent de poser le cadre, pas d'agressivité. Voilà. Et en fait, moi, je leur demande franchise, etc. Moi, je leur demande de voter, je leur donne des jetons et je leur demande de voter pour les cartes qui leur paraissent les plus intéressantes pour le groupe. Et puis, en fonction, si c'est une formation ou bien un atelier, j'ai pas toujours les mêmes demandes, notamment sur les formations. Il y a pas mal de cartes sur partage, droit à l'erreur, enfin tous ces trucs-là qui reviennent assez fréquemment. Et après, j'en ai un autre qui s'appelle Echo, qui est là, donc dedans, vous avez un jeu de cartes et vous avez des petits jetons en bois comme ça. Je crois qu'il y en a pour 6 personnes, je crois que c'est ça de mémoire. Il y en a pour 6 personnes, mais j'ai prévu d'en racheter des jetons pour étendre le jeu à plus de personnes. Ça s'achète, les petits jetons comme ça. Sur un site, par exemple, vous en avez plein sur un site qui s'appelle Tout pour le jeu. Hop. Et donc, en fait, dedans, il y a deux parties il y a deux paquets différents. Il y a un paquet sur les besoins et il y a un paquet sur les conséquences des besoins s'ils ne sont pas respectés. Donc, moi, en fait, je n'arrive pas à utiliser la partie 2, je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, j'utilise que la moitié du paquet. Donc, par exemple, j'ai besoin d'alterner les types de sièges. J'ai besoin de pouvoir mettre un casque pour me concentrer. J'ai besoin de voir les personnes en face quand elles parlent. J'ai besoin d'une alternative s'il faut écrire ou dessiner. Donc, en fait, je trouve qu'elles sont différentes des autres parce que celles-là, elles intègrent aussi des notions d'accessibilité pour des handicaps physiques ou également invisibles. Donc, par exemple, ou même pas que des handicaps, d'alterner type de siège, genre je me suis fait mal ou j'ai mal au dos, j'en sais rien. Enfin, ça marche vraiment pour tout le monde. Je crois qu'il y a des trucs aussi très terre à terre, je crois, j'ai besoin de mon téléphone, ou je sais pas quoi. Enfin, je crois je les connais pas par cœur, mais il me semblait qu'on avait des trucs comme ça. Et donc là, et c'est ce que je vais faire aussi, parce que comme un accord, je l'ai depuis pas très longtemps, donc je l'ai pas encore beaucoup utilisé. Mais en fait, ce que j'aime bien faire au niveau de l'animation de ces trucs-là, enfin, de ce cas, celui-là, c'est qu'en gros, je distribue les cartes de manière équivalente à toutes les personnes présentes. Faut pas qu'il soit 20, faut qu'il soit moins de 10, sinon c'est voilà.
Et en fait, chaque personne va garder que les cartes qui lui paraissent importantes pour elle. Donc, elle les garde, et puis celles qu'elle ne veut pas, elle passe au voisin ou à la voisine, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait fait tout le tour de la table et que tout le monde ait vu toutes les cartes. Donc, du coup, on jette les cartes que personne n'a choisies. Donc, déjà, ça fait un premier tri. Et ensuite, on met à plat toutes les cartes que les personnes ont choisies. Et ensuite, je leur demande de voter avec les petits cubes là sur les cartes qui leur paraissent les plus importantes, sachant qu'ils ont le droit de mettre, il y a 20 cubes en tout dans chaque sachet, ils ont le droit de mettre 20 cubes sur une carte s'ils en ont envie. Mais moi, ça me permet deux choses. Déjà, ça me permet de voir ce qui est très important pour le groupe de manière générale. Et en même temps, la parole de chaque personne n'est pas effacée. Donc, s'il n'y a aucun jeton sur j'ai besoin d'alterner les types de sièges, je sais qu'il y a une personne dans le lot qui va certainement devoir se lever régulièrement pour changer de siège, par exemple. Et ça me donne quand même des indications aussi sur ça. Et je trouve que c'est bien parce que ça évite que les personnes doivent dire moi, j'ai besoin de ça, nanana, enfin, et de stigmatiser un peu les personnes, je trouve ça pas mal. Et, du coup, ça répond peut-être aussi à la question de cadrage respectueux, etc. Moi, je trouve que ça, ce type d'outil, ça l'est. Et ça, c'est la deuxième partie du paquet que je n'ai pas encore utilisé parce que je ne sais pas trop comment le faire. C'est une fois qu'ils ont posé les besoins, j'ai besoin de tatata, ils doivent dire sinon, et c'est quoi la conséquence? Sinon, je suis très vexée. Sinon, je saute partout comme un cabri. Sinon, j'explose. Sinon, je refuse ou j'ignore le problème. Je ne sais pas encore trop comment les utiliser. Mais bon, à voir. Peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Et bien sûr, vous avez des règles du jeu aussi avec. Voilà. Ça, c'est les deux petits outils qui peuvent servir de support en plus si jamais on veut s'asseoir sur un truc déjà existant. Ce qui peut, je trouve ça pas mal parce que ça fait souvent émerger d'autres trucs que ce qui sort dans le contrat, parce que dans le contrat, on pense pas forcément à dire moi j'ai besoin de changer de siège, moi j'ai besoin des fois d'avoir des temps calmes où je peux aller me mettre dans un coin ou je ne sais quoi. Donc je trouve que c'est pas mal, les deux sont complémentaires et en fonction de vous, vos contextes pro, ça peut être intéressant. Ok, il reste 3 minutes. Je vous propose j'avais mis des ressources pour aller plus loin. J'avais envie de vous partager un peu aussi, juste en 2 mots avant qu'on fasse la conclusion du truc. J'ai un programme également je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse, un programme éclair d'expertise. Là, il y a une promo qui est en cours. Donc, c'est des promos à chaque fois de 6 personnes maximum pour justement axer sur l'apprentissage en fait de la facilitation. Alors, pour l'instant, je l'ai axé plutôt dans des profils plutôt de designers, product design ou des choses comme ça, pour avoir la même typologie de profil dans un même groupe. Je trouve ça peut-être plus facile de générer de la compréhension entre les différentes personnes. Et donc voilà, ça s'articule sur plusieurs mois, en plusieurs séances. Ça se fait en visio. Et puis voilà, il y a des petits plus également. Donc ça, si ça vous intéresse, vous pourrez me contacter. Je ne vais pas passer 2 heures là-dessus. Et après, j'ai donc des articles de blog sur le sujet. Je vous ai mis 2 livres aussi que je trouvais intéressants sur la facilitation. Celui-là qui est plus orienté design thinking, mais où il y a plein de petites fiches outils déjà toutes prêtes de typologie d'exercices qu'on peut faire. Celui-là aussi, game storming. Donc voilà, c'est des choses plus animation d'atelier. Et puis voilà, d'autres articles, d'autres choses pour aller plus loin. Voilà, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question ou partager quelque chose sur ce sujet? Ah oui, je vois qu'il y a des notes, pardon, j'avais pas vu des trucs dans le chat. Alors, demandez envie au reste du groupe de réagir à cette fameuse grosse personnalité proposée. Ok, c'était le patron, j'ai pas osé. Utiliser des jeux ou des supports, des règles du jeu, ouais, carrément. Très bonne idée de laisser déterminer, ouais, de laisser le groupe en fait faire les choses, ok. Pour la personnalité qui s'impose, peut-être lui proposer de jouer un rôle dans la formation. Prendre des notes, s'occuper du parking ID, etc. Oui, ça c'est aussi une technique. Après, ça dépend de l'ambiance de la personnalité. Si c'est une personnalité qui est plutôt proactive, etc., laisser un rôle comme ça, c'est intéressant. Par contre, si c'est une personnalité qui est là pour casser un peu des trucs, pas que ce soit contre-productif, il faut juste faire attention à ça. Parfois, il y a des grosses personnalités qui sont
jamais d'accord avec rien, parce qu'en fait, elles sont en contestation par rapport à quelque chose, soit parce qu'il s'est passé un truc, soit parce que dans l'entreprise dans laquelle elle est, ça va pas, ou je ne sais quoi. Donc là, c'est essayer de voir soit la pause, on fait une petite pause et du coup, on essaie de voir avec cette personne qu'est-ce qui se passe et essayer de comprendre un peu les tenants aboutissants de ce type de comportement. Soit aussi peut-être lui proposer de dire qu'est-ce que tu proposes, enfin essayer de lui faire changer un peu de point de vue pour pas qu'elle soit toujours dans c'est nul. Oui, mais d'accord, mais concrètement, pourquoi c'est nul? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit pas nul, quoi, en quelque sorte. Donc voilà, il peut y avoir différents petits tips comme ça là-dessus. Joachim et Midi, est-ce qu'il y a une dernière question ou est-ce que vous êtes trop pressé d'aller manger et on va manger? Moi, j'ai juste là, pour la formation que je suis en train de faire et que c'est des étudiants, ils sont 5. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui ne veulent pas poursuivre justement en UX, UI. Alors, je vais lire un peu au management et tout ça. Et je voudrais quand même les embarquer dans le truc parce que la facilitation, je pense que même sur tous les pays, tous les métiers, pardon, ça peut les aider. Du coup, c'est plus ça, les embarquer dans l'histoire, pareil sans les stigmatiser, parce que je sais lesquels qui veulent continuer ou pas, parce que j'ai voulu quand même m'intéresser aux étudiants pour savoir justement quel sujet pouvait leur plaire, et en même temps, j'ai pas envie d'aller trop loin. Enfin, il y a un truc un peu entre deux, quoi. Après, je pense que ça va se faire. C'est le cadre aussi au début, peut-être, comme tu disais. Ouais, après, sinon, moi, sur les étudiants, j'avoue que moi, je parlais beaucoup avec les étudiants quand je donnais des cours et je leur demandais beaucoup, mais en fait, vous avez besoin de quoi pour évoluer dans votre. En fait, je leur disais, mais moi, je suis à votre service. Enfin, moi, j'ai déjà un métier. Enfin, voilà, je suis à votre service. Et du coup, on décidait un peu ensemble, sans que ça sorte complètement du truc, qui n'a rien à voir. Mais, et en tout cas, c'est comme ça qu'on a pu modifier aussi les programmes à l'intérieur. Il y avait le programme qui était affiché auprès de l'administration, grosso modo. Et après, il y a ce qu'on faisait nous. Qui avait de l'importance aussi pour le groupe. Donc, ça peut être un sujet à un moment donné de dire, voilà, moi, je suis là aussi pour vous aider. Est-ce que vous voulez qu'on se pose pour voir ce qui peut être utile? Et sur la facilitation, ça peut être pour les profils qui ne sont pas du tout intéressés par le design, leur dire, ça va vous servir pour vos animations de réunion. Enfin, voilà, c'est un truc un peu plus basique, quoi. Ouais. Ok, merci. Carrément. Merci en tout cas pour votre participation. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, comme je vous l'ai dit, je vous enverrai tous les éléments lundi, du coup. Merci bien. Et puis, bon appétit, bon week-end à tout le monde et à la prochaine. Salut.